Salut, c'est Lex, formateur indépendant pour Animare. Donc regarde la description de cette vidéo si tu veux plus de détails à ce sujet-là. Aujourd'hui, je réponds à la question de Amar, GRCH, donc Grscher. Je pense que c'est une abréviation hein, sur Facebook. Et donc Amar me demandait comment aborder les séjours adaptés parce que ça l'intéressait et que lui, il n'en avait jamais fait et qu'il avait l'envie d'aller découvrir les séjours adaptés. Et donc pour répondre à la question d'Amar, donc en gros pour te dégrossir un petit peu les séjours adaptés, ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé à quelqu'un que je vais te présenter dans quelques instants de venir me rejoindre et donc de discuter avec moi. Pourquoi? Parce que en fait si tu veux, moi les séjours adaptés c'est pas ce que je fais le plus régulièrement. C'est pas que j'aime pas ça hein, mais bon j'en fais pas si souvent que ça, donc c'est pas trop mon dada. Je me sens pas très légitime pour pouvoir t'en parler comme ça et te donner l'envie de venir découvrir les séjours adaptés. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé à Nico qui lui a très souvent l'habitude de partir en séjour adapté, c'est un petit peu son dada, il est fan de séjours adaptés et donc du coup je lui ai demandé de venir répondre à tes questions, à tes interrogations sur les séjours adaptés et je pense que sa parole sera beaucoup plus intéressante que la mienne à ce niveau là étant donné que lui c'est quelque chose qu'il a l'habitude de voir, de mettre en place. Bref, on se retrouve après le générique pour découvrir Nico et ses visions sur les séjours adaptés. A tout de suite. Bienvenue sur Animare TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu peux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animare FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animare sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Salut Nico. Salut Lex. Tu vas bien? Ça va, tranquille. Cool. Alors Nico, moi je te connais, mais donc le truc c'est que la personne qui est derrière son écran ne te connaît pas forcément. Et donc du coup, est-ce que tu voudrais bien dans un premier temps, s'il te plaît, Nico, te présenter? Ouais, ça va, parfait. Par tes fonctions et formations? Alors mes fonctions, je suis animateur, je suis responsable de séjours adaptés. Depuis 2019, les séjours adaptés, je suis animateur directeur. Je suis animateur depuis 1996. Donc autant dire un bout de temps déjà, et je fais toute tranche d'âge, tout type de séjour adapté, et je vais même jusqu'aux anciens combattants. Yes. Ouais. Et donc Nico fait des séjours adaptés, donc avec un public handicapé, mais fait aussi des séjours classiques. Moi je l'ai connu sur les séjours, on avait un public valide, hein, c'est comme ça qu'on s'est connu. Séjour adulte, valide. Et donc Nico aussi a oublié un petit rôle qu'il a l'habitude d'avoir, c'est il est aussi adjoint. Il n'est pas que responsable ou directeur de séjour, il est aussi directeur adjoint de séjour. J'ai fait toutes les catégories de... Ouais, à peu près, ouais. Voilà. Donc tu disais, tu as travaillé avec des jeunes de 3 à 17 ans. De 3 à 17 ans. Valides ou handicapés. Valides ou handicapés. Yes. Adultes. Adultes aussi, valides handicapés. Valides handicapés. Ouais. Bah oui, on a fait des séjours en village vacances, toi et moi aussi. Ouais. Donc tu as dit, toi tu es dans l'animation depuis 96. T'es directeur depuis quand? Depuis quand tu fais de la direction? Alors, c'était ma première responsabilité, donc ma première direction en 2019, parce que j'aime bien prendre le temps de comprendre la chose, où j'étais directeur. Après, j'ai fait beaucoup de directeurs adjoints. Depuis quand ça? Depuis 2002, 2003. Ouais, ça date. Une bonne quinzaine d'années. J'ai une bonne quarantaine de séjours, je pense, en tant qu'adjoint à mon actif. D'accord. Et si, en gros, tout confondu, que ce soit public valide, non valide, enfin handicapé, jeune, adulte, en vacances, hors période de vacances, tu as environ combien de séjours derrière toi? J'ai au moins dépassé les 100 séjours, ça c'est une certitude. Je pense que oui. Après j'ai arrêté de compter, je vais pas mentir, j'en fais tellement souvent que je compte plus, donc plus de 100. Je pense plutôt que Nico est entre 3 et 400, mais voilà. Mais ouais, Nico en gros est en séjour un peu toute l'année, un peu comme moi, comme je t'en parlais sur une vidéo précédente. Yes. Donc Nico, déjà est-ce que tu peux définir les différents types de séjours adaptés, s'il te plaît? Et toi, c'est lesquels avec lesquels tu travailles le plus régulièrement?
Alors, on a les séjours adaptés moteurs. Donc, c'est-à-dire toute personne qui est sur fauteuil, qui a du mal à marcher et donc qui a des problèmes psychomoteurs. Donc, handicap physique. Handicap physique. Après, on a des séjours adaptés mental, où c'est que des personnes à déficience mentale, donc psychiatrie, dépression. Ouais, parce qu'on va jusqu'à la dépression, on accepte aussi les dépressifs. C'est pas forcément, quand on dit adapté, c'est adapté à tout le monde. Ouais. C'est vraiment, j'insiste vraiment là-dessus parce qu'on peut vraiment donc là, avoir. C'est plus comportemental que maladif, c'est ça? C'est le comportement, ouais. Donc autisme, schizophrénie, trisomie. Ok. C'est tout ce qui touche au comportement, D'accord, ouais. Et après, c'est mélangé aussi. D'accord, il y a aussi on peut avoir des séjours mixtes où tu as moitié moteur, moitié psychiatrie, moitié mental. Yes. Et toi, c'est lesquels que tu as le plus l'habitude d'encadrer? Alors, les mentales, c'est ce que je fais beaucoup parce que c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Pour moi, pour l'instant, vu que je commence en direction, c'est beaucoup plus simple à mettre en place pour la vicote, pour les traitements, pour tout ce qui tourne autour du séjour adapté. Parce que quand tu as des fauteuils roulants, c'est encore d'autres organisations. C'est bien plus compliqué. Donc, chaque chose en son temps. Moi, j'ai toujours pris le temps de faire les choses, tu sais bien. Et donc, pour l'instant, c'est mental. Après, on passera au physique plus tard quand je serai sûr de moi et que j'aurai pris de la bouteille. Yes. Mais donc là, on est d'accord que c'est ton avis. Hein. C'est mon avis. Quand tu dis que c'est plus facile de gérer le mental, c'est ton avis. C'est mon avis, bien sûr. Je fais la précision parce que, en fait, là ici, pour toute la vidéo sur l'interview, tu auras les points de vue de Nico qui n'engage que lui, d'accord? C'est pas forcément, il n'a pas forcément la science infuse, c'est pas la grande vérité qu'il va te dire sur les séjours adaptés, il va te donner ici ses visions. Donc bien évidemment, tu as le droit de ne pas être d'accord avec ou de faire autrement, ou voire même de te dire, non, il est dans l'erreur ou quoi que ce soit. Ça, c'est toi qui vois, il n'y a pas de souci. En tout cas, pour le moment, Nico nous donne ses versions sur les séjours adaptés. Donc tu disais, toi, tu es plutôt sur des séjours où on va s'occuper du comportement... Handicap mental. Handicap mental, handicap simplement. mental. Donc ça peut être aussi bien des maladies du genre trisomie ou retard de développement que des problèmes comportementaux, psychologiques, psychiatriques. Donc autisme, schizophrénie, voire etc. schizophrénie, on peut aller jusque... C'est tout ce qui se passe dans la tête, en fait. C'est ça. Ok, d'accord. Yes. Et du coup, toi, Nico, quelles sont tes spécialités bêtes noires dans l'animation, voire appliquées plutôt au séjour adapté? Alors, mes bêtes noires, c'est ma bête noire, ma plus grosse bête noire, c'est la fausse route dans le séjour adapté parce que... La fausse route? Ouais. Qu'est-ce que tu appelles la fausse route? Quand on est à table, on est en train de manger, ils sont tellement contents de manger, ils sont tellement gloutons, certains, qu'ils mâchent pas, ils avalent. D'accord. Ouais. Et il y en a beaucoup qui s'étranglent et c'est ça, tu t'étouffes, quoi. Moi, ça me fait encore assez flipper, quoi. C'est le genre de truc qui serait me mettre en défaut sur un séjour si ça m'arrive. Je touche du singe, ça m'est encore jamais arrivé, mais... On va pas aller trop loin dessus, vu qu'on va y revenir un petit peu après sur ça. Mais donc toi, c'est au moment où ils vont manger... C'est au moment du repas, on va dire. En gros, quand le public adapté se transforme en aspirateur à bouffe. Là, toi, ça peut... C'est ça, moi, ça peut me perturber assez vite. Je comprends, yes. Et du coup, ta spécialité? T'as opté? La patience. Patience? Ouais, parce que c'est ce qu'il faut en séjour adapté mental. C'est 90% de patience dans le séjour, parce que tu as des gens qui te répètent tout le temps la même chose, tu as des gens qui peuvent être tout gentils et d'un seul coup, pour un oui ou un non, il va être en colère, il va se mettre en colère. Donc toutes ces choses, c'est des choses à gérer. Et si tu n'as pas la patience, si tu n'as pas de patience, tu n'y arriveras jamais. C'est compliqué, on va pas se mentir. Faut dire les choses comme elles sont. Hein, on va pas, après, ça reste mon point de vue. Après, si tu veux mettre à l'épreuve ta patience, moi, je te conseille d'aller en séjour adapté pour tester. Hein. Ah oui. Savoir tes limites, hein, parce que là, tu verras que tu sauras où tu en es du point de vue patience. Hein. On continue. Nico, pourquoi tu fais de l'animation et notamment des séjours adaptés?
Alors l'animation, moi j'ai découvert ça sur un forum de jeunes quand j'ai eu 17 ans. J'ai dit mais ça c'est ce que je veux faire dans la vie et de là je suis parti, j'ai passé mon BAFA, donc à 17 ans, en 96 et j'ai commencé les séjours parce que ben, j'ai fait sur un forum, j'ai appris à me servir d'outils, à faire des jeux en bois avec des animateurs qui arrêtaient pas de rigoler. J'ai trouvé ça tellement merveilleux que j'ai voulu retransmettre ces choses-là et après, de fil en aiguille, ben, j'en ai fait ma carrière, j'en ai fait ma vie. Yes. Quoi. Et les séjours adaptés, pourquoi? C'est une continuité. Ouais. C'est une continuité. Pareil, j'ai eu l'occasion d'en faire un une fois et j'ai dit, ah, ben ouais, parce que là j'ai 43 piges bientôt. Les enfants, je commence à avoir des différences de génération avec les animes et tout ce qui s'ensuit. Donc je vais devoir passer du côté de direction vraiment et parce qu'il y a une différence d'âge qui commence à se sentir. Et le séjour adapté, je pense que pour finir en carrière d'animation, c'est ce qui se rapproche le plus des colos enfants et des séjours enfants. Donc ça m'a paru une évidence en fait. D'accord. C'était. Ok. Du coup, je pense que tu as un petit peu déjà répondu à cette question, mais du coup, l'animation, c'est un passage ou une vocation dans ta vie? C'est une vocation, je peux pas faire autrement, enfin je pourrais plus faire autre chose, tu pourras pas me demander d'aller à l'usine, je te dirais non. D'accord. Je te dirais non, je pourrais pas, c'est les enfants, les vacanciers, parce que je les appelle mes vacanciers, ils te redonnent tellement de bonheur quand tu es en séjour avec eux que non, je peux pas faire autre chose. Yes. Donc dans l'animation jusqu'à la retraite, quoi. Ouais, jusqu'à la retraite. D'accord, super. Si on en a une. Yes. Mais ouais, jusqu'au bout. Yes. Donc aussi des séjours adaptés jusqu'à la fin, tu feras? Ouais, parce que justement, à 70 piges, je me vois plus faire des séjours enfants. Tu vois, enfin, on va être conscient, on va être réaliste un petit peu. Mais les vacanciers, les séjours adaptés, ils ont toujours besoin de nous, de toute façon, quoi qu'il en soit. Donc, ils sont tellement en demande que, ouais, il y aura du taf jusqu'au bout, on lâche rien. Yes. Du coup, qu'est-ce qui est, selon toi, le plus difficile avec ce public de séjours adaptés, donc toi qui es plutôt tourné sur le handicap mental? C'est quoi le plus difficile avec eux? Ben, le plus difficile, c'est les moments tristes, les moments où eux, ils sont pas bien, tout simplement, parce que c'est des journées qui peuvent être éprouvantes, surtout s'ils sont plusieurs à être pas bien en même temps. C'est des crises à gérer toute la journée, donc c'est fatigant, c'est très très fatigant. Le mental, le handicap mental est très 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 fatigant psychologiquement. D'accord, yes. Ok, donc plutôt l'aspect tenir la longueur au niveau psychologique. Voilà, c'est ça. C'est... Ok. Alors, du coup, toi, par rapport à l'animation en général, mais aussi sur les séjours adaptés, est-ce que tu es plutôt colo, centre aéré ou classe adaptée? C'est quoi tes... Alors, colo, plutôt... direct, colo. Ouais. Il faut bouger, il faut faire vivre la vie aux gens, il faut faire découvrir d'autres paysages aux enfants, aux vacanciers, parce qu'ils ont des yeux comme nous, les vacanciers, ils voient, ils admirent les paysages comme nous. Les faire changer de région, c'est leur donner vraiment une sensation de vacances et... Ah ouais, colo, sans hésiter, quoi. Yes. Si c'est pour rester dans ton village et faire des animations, tu peux t'amuser, hein. Attention, je critique pas les CLSH et tout ce qui s'ensuit, il en faut, parce que... LSH, LSH, ouais, parce que je suis un vieux, désolé. Pas de problème. Je peux entendre tout ça, mais le must pour moi, pour leur donner des vacances, c'est de bouger, de voyager. D'accord, je comprends quand tu dis les colos, parce que le centre, on reste sur place, et les colos, on va bouger, normalement, on va un peu plus loin que notre petit cercle à côté de chez nous. Mais du coup, quand tu fais une classe de découverte adaptée, c'est pareil, tu restes pas à l'endroit où tu es, tu t'en vas aussi. Tu vois, quand tu fais mais à partir classe, j'aurais pu mettre classe avec colo, en fait. Ouais. Les classes de découverte, c'est génial, avec les instituts, les enseignants. Ça a gardé à vie, c'est juste génial pour les enfants. En fait, toi, c'est on dort plus sur place. Non, voilà, le fait de rester sur place me gêne un peu, quoi, en termes de vacances. Ouais. Après, les classes, c'est encore autre chose. C'est une question d'éducation et d'apprendre Donc, tu prends une classe verte d'histoire géo où tu vas visiter des grottes, où tu vas voir des châteaux. Tu apprends bien plus
en visitant ces choses-là qu'en restant derrière ta chaise et ta table. On est bien d'accord. Oui, et du coup, pour ça, ouais, j'adhère à 100% à ces choses-là. Donc toi, tu préfères là où on change d'environnement. Ouais. On quitte le quotidien, on va voir autre chose. Yes, ok. Du coup, question suivante. On reste toujours dans le même thème, mais on s'éloigne un petit peu du sujet précédent. Quelles sont, selon toi, tes forces et tes faiblesses dans l'animation ou les séjours adaptés? Alors quand je dis forces et faiblesses, en fait c'est les qualités et défauts, mais j'aime pas trop dire qualités et défauts, je préfère dire forces et faiblesses en fait, tu vois, parce que force et faiblesse c'est... ce que je veux dire par là, c'est un défaut, ça peut facilement se retourner en qualité selon comment tu vas argumenter derrière en fait, tu vois, tandis qu'une faiblesse c'est une faiblesse, point, tu vois. C'est ça, je suis assez d'accord. Ouais. Je suis assez d'accord. Alors, moi, je te dirais, ma plus grande force, c'est l'adaptabilité. Je suis un caméléon. J'ai fait tellement de tranches d'âge dans l'animation, je les ai toutes faites au moins une dizaine de fois, donc je suis capable de m'adapter à quasiment toutes les situations. Et maintenant que je me mets dans le handicap et que je fais des séjours adaptés, c'est encore plus une adaptation et encore plus tu te moules à la situation et tu t'adaptes. Donc je pense que c'est une de mes plus grandes qualités, c'est de m'adapter à tout. Adaptation, improvisation. Voilà. Okay. Ouais, yes. Ouais. Ok. Yes. Et du coup, ce serait quoi ta ou tes faiblesses? Ma faiblesse, c'est ma plus grande qualité, c'est la patience, parce que je l'ai travaillé, je la travaille encore depuis, ça fait 25-30 ans de carrière, et croyez-moi que la patience, je l'ai acquise, je l'ai pas eu comme ça, je l'ai travaillé. On s'est connus en 2002, 2003 à peu près. Non, 2013 on s'est connus. Non, plus tôt que ça. Mais 2002, 2003, j'avais même pas le enfant. Non, pardon, 2013, j'oublie une dizaine. J'étais encore à la limite de l'impulsion, de l'impulsivité des fois. C'est vrai que tu t'es calmé un peu. Ouais. Et que je l'ai toujours travaillé, j'ai toujours dit que ça c'était un truc que je travaille depuis des années, et que je travaille encore maintenant et que je travaillerai toujours. Mais on apprend en vieillissant quand même des fois. Ouais, je pense que je comprends ce que tu veux dire, parce que moi aussi j'ai ce côté-là où je vante régulièrement ma patience dans les séjours, mais je suis qu'un humain. Il y a un moment où ma patience elle a ses limites, et quand on est passé au-delà des limites de ma patience, je redeviens l'humain que je suis, et les sentiments tels que la colère, l'énervement, l'agacement, la patience, etc. reviennent naturellement, parce qu'ils sont en moi. Et en fait, moi ce que je comprends, ce que tu veux dire, c'est qu'on travaille sur la patience, mais on n'est pas à l'abri de la rechute, quoi. Non, jamais. Et c'est pour ça qu'il faut toujours travailler à prendre du recul sur les situations quand tu les vis, parce que réagir à froid, c'est jamais très, très positif et très constructif. À chaud, tu veux dire? À chaud. Ouais. Bon, il y a des fois c'est important. Mais bon, bref. Du coup, pour continuer, Nico, selon toi et ton expérience, qu'est-ce qu'un bon encadrant de séjours adaptés? En général, tu vois, pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il doit avoir le bon encadrant de séjours adaptés? Il doit avoir de la patience, ouais. Du courage. Du courage. Donc la patience, on en a parlé un peu. La patience, le courage, pourquoi? Parce que en séjour adapté, souvent, tu es en autonomie. Ouais. Donc, il faut faire le ménage. Attends, quand tu dis tu es en autonomie, ça veut dire quoi, je suis en autonomie? Ça veut dire il n'y a personne pour faire la ménage et la bouffe, ou ça veut dire je vais être tout seul à gérer mon groupe? Il n'y a personne pour faire... tu es tout seul. Tu n'as personne pour faire à manger, tu n'as personne pour faire le ménage, tu n'as personne pour gérer ton groupe à ta place. Yes. Tu es en autonomie, quoi. C'est un séjour autonome. Donc, tu dois penser au ménage, tu dois penser à la bouffe, tu dois penser à tout. Et tu dois tout faire. Donc, l'anime, si il n'est pas courageux, s'il a peur une fois d'être de corvée de toilette, ou de... Ça risque de coincer à un moment donné avec le reste de l'équipe. Donc, surtout sur ces côtés-là, donc il faut rester courageux. C'est un courage de toute la journée, tout le temps, quoi. Et là, tu seras un bon animateur. Après, en termes d'animation pure, en séjour adapté, tu t'adaptes. Donc, je ne dirais pas qu'il y ait une mauvaise animation, un mauvais animateur en termes d'animation. Il y a des mauvais animateurs en termes de courage, mais pas en termes d'animation.
Ouais, je te rejoins. Hein, moi, ce que je me souviens du séjour adapté, c'est qu'il faut te donner à tous les instants et 3 fois plus que ça. Ah, t'as pas de temps mort. Hein, il faut te donner tout le temps. La post-clope, c'est très rare que tu arrives à la prendre, ou alors si tu la prends, c'est avec tes vacanciers, quoi, parce que t'as pas le choix. C'est attention, vigilance constante. Et tout le temps. C'est vrai que ça demandait de la patience et du courage, comme tu le dis, je suis d'accord avec toi. Et du coup, qu'est-ce qu'un mauvais encadrant de séjour adapté? Un ou une, hein? Bah pour moi, c'est l'encadrant qui vient en se disant je vais passer un mois de vacances avec des handicapés, ils vont pas s'apercevoir que je suis là et ils vont pas me comprendre. Parce que comme ils sont handicapés, on ouais, va pas se rendre compte ils vont jouer sur le côté, de toute façon, ils vont même pas capter que je suis là, donc je peux faire ma vie, non, parce que tu as une équipe de collègues derrière qui, si toi t'es pas là, ils galèrent et du coup, en fait, quand tu es en séjour adapté, on mise beaucoup sur l'équipe. Ouais. Si un roi a une grippe dans l'équipe, souvent ça vire au conflit direct parce qu'il y a tellement une charge de travail importante que les gens peuvent pas faire ton travail à ta place. Et surtout ne le supporteront pas. Et ne le supporteront pas. Surtout quand ils sont jeunes. Quand ils ont de la bouteille, ils vont venir te voir une fois, 2 fois en te disant hey, Coco, maintenant bouge-toi. S'ils sont jeunes, ils vont te rentrer dedans et ça va être des conflits à gérer en plus. Et du coup, c'est un peu ça le mauvais animateur. C'est celui qui vient en disant je vais un peu passer un mois de vacances à la plage avec des handicapés, on va bien rigoler. Non, il y a du boulot quand même derrière. Ouais. Ensuite, du coup, pour revenir à tes spécialités et bête noire, Nico. Donc toi, tu disais que ta bête noire, c'était le moment où ils vont manger, vont manger trop vite et t'as peur qu'ils s'étouffent. Et ta spécialité, c'était la patience. Tu disais ça. Et du coup, on va d'abord revenir sur ta spécialité. Comment est-ce que t'amènes ça, toi, en séjour adapté? Je veux dire, est-ce que... moi, je pense à la personne qui est derrière. Et tout à l'heure, on en parlait légèrement, mais sans forcément vraiment rentrer dans les détails. C'est comment est-ce que tu fais pour amener ta patience? Comment est-ce que tu fais pour gérer des situations qui peuvent être stressantes de manière calme et posée avec patience? Est-ce que tu as de l'entraînement? Est-ce que tu as une prépa? Est-ce que tu as de la technique? Est-ce que tu as des secrets? Comment est-ce que tu fais pour mettre la patience en avant dans ta gestion de tes relations avec ton public? La patience, tu la travailles déjà avec ton équipe d'encadrants. Si avec eux, tu es patient, si tu es à l'écoute avec eux, ça va se découler de source sur le séjour. Enfin, après, c'est mon point de vue. Hein. Mais là, tu parles en tant que responsable de séjour, en tant que directeur. En tant que responsable. Après, la patience, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de secret, ça se travaille. Et les billes, tu les as en travaillant et en ayant vécu des situations. Toute situation est tellement différente que tu peux réagir sur... Mais est-ce que tu peux donner à ce moment-là, pour la personne qui est en train de nous regarder, à ce moment-là, qu'est-ce que toi tu fais pour donner une attitude de j'ai l'air d'être patient à ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais? Moi j'ai des idées, mais qu'est-ce que toi tu fais? Parler calmement, tout doucement, tout bas. Parler tout doucement avec le sourire, même si ça te fait chier, même si tu as juste envie de lui arracher les yeux parce que c'est une connerie plus grosse que lui qui a fait, avec le sourire, tranquille, posé, sans avoir de mots agressifs, sans être au-dessus de lui, tu lui parles à hauteur aussi. Si tu te mets au-dessus de lui, que tu commences à monter sur tes grands chevaux en lui parlant et que lui est en dessous de toi, la personne, que ce soit des enfants ou que ce soit des adultes handicapés, ils vont se sentir agressés et ils risquent d'avoir une réaction pas la bonne. Que si tu te mets à leur hauteur, que tu parles devant eux avec un sourire et calmement, la réaction, eux, ils vont se poser naturellement. Après, c'est du vécu. Moi, c'est des choses que j'ai déjà vécues et ça marche. Yes, donc du coup, merci Nico pour ce petit rappel sur, en tout cas, montrer ce que c'est que d'avoir une attitude qui montre la patience. Maintenant, toi, ta bête noire là, donc les fausses routes. Ouais, le moment où ils vont s'étouffer avec la bouffe. Comment tu gères ça? C'est-à-dire, est-ce que tu mets une organisation particulière? Est-ce que tu esquives? Est-ce que tu fais des choses que tu fais que à ce moment-là et jamais à d'autres moments pour, t'as pas le choix en fait. On va pas se mentir. T'es à table, il fait une fausse route, tu vas pas te sauver.
C'est un truc qui t'arrive sur le moment, Ouais. c'est pas donc tu peux pas détourner, tu peux pas contourner. C'est soit t'agis, soit t'agis pas, Ouais. mais il n'y a pas de détour. Ok, d'accord. Et la personne, elle s'étouffe, c'est soit tu essayes de faire en sorte qu'elle s'étouffe plus et de la sauver, ou soit tu la laisses mourir. Mais Du coup, si tu veux la dans sauver, qu'est-ce que l'idée, tu fais? tu l'attrapes, tu lui fais je sais jamais le nom de ouais. le nom de cette prise, prise de judo, camarade karaté, mais tu l'attrapes, tu lui fais remonter l'aliment qui l'étouffe, quoi, tout simplement. Ouais, Et ça passe, normalement ça passe. c'est ça. Donc normalement, c'est une technique que tu apprends au PSC1, C'est donc ça. diplôme donc prévention secours civil niveau 1. Donc c'est les diplômes de premier secours en fait. Et c'est quand tu as quelque chose qui va boucher tes voies respiratoires, ce qu'on apprend, c'est que tu vas ceinturer donc la personne comme disait Nico. Bon, là, on va pas se lever parce que sinon à l'écran ça va être compliqué, tu vas voir plus que nos mains, plus nos têtes. Bon, bref, mais donc normalement ce que tu fais c'est que tu ceintures la personne et tu viens ici fermer tes deux mains là. Alors il y a plusieurs visions, il y a plusieurs façons, il y en a qui ferment comme ça, il y en a qui ferment comme ça, mais en gros c'est de venir fermer tes deux mains et de venir le caler là ici juste en dessous du sternum. Et ce que tu vas faire, c'est qu'au moment où tu vas donc serrer pour contracter, pour compresser les poumons et donc faire pression sur l'objet qui gêne et le faire dégager avec pression de l'air, ce que tu fais en même temps, c'est que tu rentres les pouces sous le sternum, ce qui fait que ça va comprimer encore plus les poumons et la cage thoracique en fait à ce moment-là. Enfin, c'est peut-être plus comme ça qu'on fait aujourd'hui. Moi, quand j'ai passé le PSC1, c'est comme ça qu'on me disait de faire. Mais en gros, c'est pour désengager les voies respiratoires. Yes. Donc là, Nico, c'était dans le cas où ça y est, c'est déjà bouché. C'est déjà Maintenant, bougé. qu'est-ce que tu fais avant que ça arrive? Ben, c'est de la découpe d'aliments, c'est de la prévention en regardant tes vacanciers les premiers jours, savoir celui qui est glouton, ben, t'hésites pas à aller le voir en lui disant hey, Coco, va doucement, déguste, mange tranquillement. De toute façon, on va pas te la voler ton assiette, Coco, c'est la tienne. T'as le temps de la manger, on a le temps pour manger, c'est pas une course. Donc on revient à cette notion on de revient patience. à cette notion de patience, D'adaptation. d'explication et d'adaptation. Parce que ouais, si tu vois qu'il met des morceaux de viande qui sont comme ça dans sa bouche, à un moment donné, soit tu lui coupes sa viande comme ça, au moins toi, tu as ta conscience tranquille et c'est fait. Ou soit tu lui apprends à couper sa viande en petits morceaux et ce qui est bien mieux d'ailleurs. Hein, on est bien d'accord. Et au fur et à mesure du séjour, ben, c'est une crainte que tu n'auras plus. Parce qu'il l'aura apprise et il le fera lui-même. Yes. Mais il y a toujours quelque chose à faire. D'accord. Mais donc, je veux dire, c'est une bête noire que tu gères quand même. C'est toujours. pas, ouais. Parce que ça se comprend. Hein, si c'est tout fait qu'on apprend que toi, tu es resté là comme ça, à le regarder, à rigoler avec ton collègue, tu vas avoir des problèmes. C'est ça, c'est un peu compliqué des fois. Yes. Yes, ok. Bref. On continue sur les séjours adaptés. On va passer sur un autre sujet, mais toujours dans les séjours adaptés. Est-ce que tu fais des plannings en séjours adaptés? Alors oui, je fais des plannings en séjours adaptés pour le visuel des vacanciers, pour la bouffe. C'est important. Ouais. Pour la bouffe. Donc déjà, planning repas. Ça, planning repas. Ça, yes. Celui-là, tu n'as pas le droit de le mettre. Tu n'as pas le droit de pas le mettre. Quoi. Parce que c'est leur 4 yeux, là, la bouffe. Ouais, de toute façon, c'est une obligation légale d'afficher le planning des menus quelque part. C'est ça, ouais. Et eux, tous les jours, le matin, à peine levé, la première chose qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui. Ouais, et pareil, les plannings, je les adapte. Je ne vais pas écrire purée steak haché. Je vais essayer de dessiner une purée, un steak haché, écrire en dessous purée steak haché, essayer que tout le monde comprenne. Parce que les trois quarts ne savent pas lire. C'est ce qui est en séjour adapté, ça a beau être des adultes. Sur le handicap mental. Hein. Sur le handicap mental, ça a beau être des adultes, ils ne savent pas lire. Donc il faut adapter tes menus à un visuel comme pour les enfants. Pareil, même combat. Yes. Même combat. Après, planning d'activité, il y a 2 écoles, j'ai envie de te dire. T'en mets pas. Moi, je leur en mets une, je leur en mets un. Ouais, je leur en mets un visuel pour savoir ce qu'ils vont faire dans leur journée, parce qu'ils ont besoin de repères quand même dans leur journée. Yes. Ton planning d'activité, il est hanté ou rétroactif? Je veux dire, est-ce qu'on est lundi, on sait déjà ce qu'on va faire vendredi? Ou alors on est lundi, on sait juste ce qu'on va faire jusqu'à la fin de journée. On sait ce qu'on fait dans la journée. Le lundi, on attend le mardi pour noter ce qu'on a fait le lundi sur le planning. Non, on a un planning de la journée. La journée du lendemain, la journée du lendemain, elle sera affichée le lendemain.
Ok, au jour le jour, tu te lèves, tu as la journée qui est... on la met le soir, une fois qu'ils sont partis coucher, on leur met leur planning du lendemain. Parce que si tu leur donnes trop d'informations, ils ne vont pas comprendre. De toute façon, ils vont chercher, ils ne vont même pas savoir quel jour regarder. Ouais. Donc, autant leur mettre aujourd'hui, on fait ça, que ce soit progressif et qu'eux, ils s'habituent, que de leur mettre trop d'informations. Ouais, yes. Et pareil, tout est adapté. Et il ne faut pas oublier qu'en séjour adapté, tu peux avoir aussi des sourds et muets. Et si tu as beau avoir un sourd et muet dans ton séjour, il faut adapter ton programme aussi et tes menus aux sourds et muets. Yes. Donc, essaye aussi de retranscrire tes menus en langage des signes, si c'est possible. Tu vois. Ou en dessin. Ou en dessin, il y a les trucs de doigts, les lettres, l'alphabet. T'écris le menu ou l'activité en lettres des signes, ils vont le lire. Yes. C'est suffisant. Alors, je demande pas du braille ou des trucs comme ça. C'est juste tu vois, un petit truc qu'on pense à tout le monde. Mais donc, il faut le faire quand même. Il faut le faire. Ça prend un temps. Si tu le fais pas, le lendemain matin, tu cours. Ouais, c'est ça. Et tu perds la moitié de ta journée à courir. Yes. Ok. Merci Nico. Pas de souci. Du coup, question suivante, sans transition. C'est quoi quels sont les taux d'encadrement Quels sont les taux d'encadrement en séjour adapté? Alors on a... Est-ce que je me permets de faire un petit rappel? Petit rappel, donc normalement en taux d'encadrement classique, en accueil collectif de mineurs, on va dire classique, donc c'est pas les classes découvertes, là c'est une autre histoire, hein. Mais en accueil collectif de mineurs classique, donc centre aéré, colo, etc. Normalement en dessous de 6 ans, c'est un animateur, une animatrice pour 8 jeunes, et au-dessus de 6 ans, c'est un anime pour 12. Voilà, et maintenant en séjour adapté, Nico. Alors en séjour adapté, c'est du 1 pour 12 quand tu as un séjour dit autonome, où ils savent se laver, ils savent gérer leur quotidien, plus ou moins. Là, c'est 1 pour 12 comme les enfants. D'accord, ouais. C'est la même. Après, quand tu as des séjours fauteuil et tout, où tu as beaucoup de vie quotidienne, tu as du 1 pour 1. D'accord, ouais. Tu peux avoir des séjours où tu as 1 pour 1. Donc, si tu as 12 vacanciers, tu as 12 animes. Ok, d'accord, yes. Et là, les séjours que toi t'encadrais là. Alors moi, c'est du 1 pour 12. Toi, c'est du 1 pour 12. Ouais, bon, okay. Mental semi-autonome, c'est du 1 pour 12. D'accord. Et il n'y a pas un truc entre les deux, entre le 1 pour 1 et le 1 pour 12? Tu peux avoir du 1 pour 2 selon les. C'est du cas par cas très souvent, selon les séjours. Parce que moi, en fait, alors je sais pas si c'est une obligation légale ou pas, mais moi, j'ai fait 3 séjours adaptés et dont il y en a 2 où on était 1 pour 5. Les enfants. C'était des mineurs. Ah oui, c'était des mineurs. Enfants. Ok. Là, moi, je suis en adulte. Enfant, j'ai pas encore pratiqué beaucoup de séjours adaptés enfants. C'est encore, pour moi, c'est encore une gamme au-dessus, les enfants en séjour adapté. Ok. La preuve, c'est que de toute façon, ils te mettent du 1 pour 5. C'est que c'est une gamme au-dessus du séjour. Ouais, c'est ça. Nous, on était à 1 pour 5. Moi, on m'avait dit, je dis peut-être une connerie, hein, je sais pas, mais on m'avait dit que c'était le même taux d'encadrement que chez les éduques, en fait. Ouais, c'est ça. Qu'en foyer. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, d'accord. Donc, du coup, le 1 pour 5, c'est pour les mineurs. Pour les mineurs. Ok, pour les adultes, selon qu'ils ont grosse ou bonne autonomie, c'est 1 pour 12 ou 1 pour 1. Ok, d'accord, yes. Ok, pour les taux d'encadrement. Petite question, encore comme ça à la volée. Est-ce qu'on est mieux payé en séjour adapté que dans les autres types de séjours? Non, pareil. Non, c'est pareil. C'est même combo. Contrat CE. Ouais, contrat pareil. CE, pareil. 37 balles. Ça dépend d'où tu tombes, en fait, de l'assaut, de l'organisme. C'est ça. Yes. Okay. En sachant que tu bosses encore plus qu'avec des enfants. Quand tu as de la chance d'avoir 15 vacanciers, quand c'est un séjour de 15, hein, on parle. Ouais. Tu as 15 vacanciers, que dans tes vacanciers, tu as 10 autonomes qui savent tout faire, tu es content. C'est un bon séjour. Oui, mais il peut que t'en aies 14. Mais il peut que t'en aies 14 qui savent pas, qui savent pas se laver, qui font semblant, quoi. Donc là, tu vois, c'est toujours pareil. Hein, donc tu les aides, tu les accompagnes, et c'est du temps, c'est beaucoup de temps. Ouais, c'est pas forcément indexé sur la paye. Non, ça dépend de l'organisme avec lequel tu travailles. C'est ça. Yes. Ok. Yes. Comment est-ce que tu abordes, toi, les temps d'activité, de vie cote et de vie collective
en séjour adapté, grosso merdo, on va pas rentrer dans les détails de tout hein, forcément, mais comment tu abordes ces côtés-là, activité, vie collective, vie quotidienne, avec 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 les personnels handicapés que tu encadres, donc handicapés mentaux plutôt. Alors, ben, c'est clair, ben, comme avec les enfants, c'est pas parce qu'ils sont handicapés qu'ils sont pas capables de faire quoi que ce soit. Donc, en termes d'activité, ben, on essaye de construire l'activité avec eux pour pouvoir la consommer sur le long terme après. Parce que, en plus pour eux, ben, monter un jeu, ça leur fait une activité supplémentaire. Donc, excuse-moi, je te coupe, mais tu es en train de me dire qu'on peut créer des activités avec des personnes handicapées mentales. Oui, on peut très bien créer avec des activités avec des personnes handicapées mentales. J'espère que tu as retenu. On peut tout faire avec les vacanciers. On adapte tout, c'est toujours pareil. On adapte les situations, on adapte les jeux, on adapte. C'est un séjour adapté. Donc, tout ce qu'on fait avec des enfants, on peut le faire adapté aux vacanciers. Et une fois que tu as compris ça, bah, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Et les vacanciers, ils aiment bien participer à tout. Tout. Donc que ce soit la vie quotidienne, mettre la table, débarrasser la table, faire le ménage, aider les copains, ils aiment bien participer à tout. Pour eux, c'est ne pas le faire, les empêcher de faire, ça va les frustrer limite. Ça, je suis d'accord. En fait, moi, comme je dis souvent, c'est que moi, quand je vais en séjour adapté, comment est-ce que j'aborde activité, vie quotidienne et vie collective? Tu me contredis, Nico, si tu n'es pas d'accord, hein, t'hésites pas surtout. Hein. Bien sûr. Mais moi, en fait, comment est-ce que je vois les choses régulièrement? C'est je vais me dire, je pars en séjour adapté, ok, je vais faire comme si je suis avec des matères. Pourquoi? Parce que, en fait, le truc, c'est que, tu vois, quand Nico te disait, les matères, ils vont kiffer, mettre la table, participer, créer avec toi et tout, et ben, je pense qu'il y a exactement la même dynamique dans le séjour adapté, où dans leur quotidien, on fait tellement à leur place, que pour une fois, tu vas leur dire, bah, aujourd'hui, tu es grand et tu es capable de faire tout seul. Et là, c'est la découverte, c'est le jackpot, c'est ah ouais, j'ai le droit de faire les trucs de grand. Et ben, je pense que à la fois chez les matères et à la fois chez le public handicapé, il y a le même genre de dynamique qui s'installe parce qu'il y a toujours des gens derrière qui sont en train de les materner et tout faire, les genres de concours à leur place. Et donc, du coup, au moment où tu leur dis, vas-y, tu peux faire par toi-même, là, tu vois le sourire, les yeux s'éclairer et ouais, tu as un gros taux de participation parce que tu vas être les premiers à leur faire confiance en fait. Et pourquoi aussi avec, je pense aussi avec, je vois ça comme avec les matères, donc entre 3 et 5 ans. Parce que moi j'ai remarqué un truc aussi, c'est que tu sais comment dire, les matères, ils ont un degré d'attention dans l'activité qui va être d'un quart d'heure, 20 minutes grand maximum en fait. Et en fait le truc c'est que, et même dans le handicap physique, c'est pareil, pourquoi et dans le handicap mental aussi, bon le handicap mental, on se retrouve facilement avec le degré d'attention qui revient à un quart d'heure, 20 minutes parce que c'est le handicap mental, et il y a aussi le handicap physique où ils sont handicapés et physiquement 10, 20 minutes, un quart d'heure, c'est déjà long, un quart d'heure, 20 minutes d'activité, ça peut déjà être long et compliqué s'ils ne sont pas dans un parcours de handisport. Donc moi ce que je dis régulièrement, c'est pour aborder les publics handicapés, c'est les aborder un petit peu, ça ne veut pas dire qu'il faut faire exactement comme, mais c'est les aborder avec les mêmes principes de quand est-ce que je vais aborder les matères en fait. Ouais, mais tu as beaucoup de techniques qui rapprochent hein, quand même, que ce soit dans l'organisation du rangement ou quand tu leur fais une table de matos où tu dessines les crayons de couleur, tu dessines le tube de colle, tu dessines le tube de scotch. Après, ils ont de la capacité visuelle, ils vont aller ranger, ils vont prendre le tube, ça va représenter, ils vont le faire comme les enfants. C'est exactement la même. Et tout est adaptable en ces jours-là. Et la vicote, c'est pareil. Tu peux, s'ils ont du mal à se laver, tu peux leur apprendre à se laver par eux-mêmes. Ça va prendre du temps dans le séjour, mais tu peux y arriver au bout du compte. Comme chez les matères. Comme chez les matères. Il faut aussi les motiver. Tu vois ce que bien sûr. C'est pas, mais parce qu'il y en a beaucoup qui ils sont tellement maternés, comme tu le dis si bien, qu'ils se laissent aller. C'est ça. Et du coup, ils font plus rien. Il y en a beaucoup en séjour adapté. Si tu les forces pas un petit peu à participer à l'activité, ils vont rester assis sur leur chaise toute la journée. Hein. Eux, ils vont pas s'en rendre compte, ça va pas les déranger. Ne serait-ce que, tu vois, si tu arrives, que ce soit en matère ou en séjour adapté, si tu arrives à faire repartir une personne que tu encadres, donc un jeune ou un adulte, hein, qui à la base arrivait chez toi et soit ne savait pas, soit ne voulait pas,
des fois la nuance entre les deux est floue, soit ne savait pas, soit ne voulait pas se changer ou se déshabiller, se rhabiller tout seul, et qu'au bout d'une semaine, 15 jours ou 3 semaines, tu le renvoies dans son environnement du quotidien et il arrive à le faire maintenant tout seul, c'est déjà pas mal en fait. C'est déjà quelque chose de c'est gagné. déjà quelque chose de bien en fait. Pareil, hein, moi je vois les pipis au lit. Si tu arrives à ne serait-ce que baisser la fréquence des pipis au lit, que ce soit chez des adultes handicapés ou chez des jeunes en maternelle, c'est déjà pas mal. Tu as déjà fait pas mal de boulot. Hein. C'est déjà un bon boulot. Ouais. Yes. Donc ouais, moi je le résume comme ça. Après, c'est vrai que normalement c'est toi qui devais répondre à la question, mais je suis assez d'accord. Où je vais aborder les séjours adaptés un peu comme je vais aborder des matières. Les matières. Bah, je le vois comme ça, de toute façon. Bon, super. Yes. Du coup, Nico, selon toi, à quoi est-ce qu'il faut se préparer avant d'aller encadrer des séjours adaptés? Donc en gros, c'est qu'est-ce qu'il faut savoir ou qu'est-ce que j'ai du mal à dire la phrase. Il y a quoi auquel on n'est pas prêt avant d'arriver en séjour adapté? On n'est pas prêt à la répétition des demandes. On n'est pas prêt à la répétition des demandes du public ou des tiennes? Du public, ouais. Du public. Je prends un exemple tout con. Hein. C'est des fumeurs, ils n'ont pas le droit de fumer comme ils veulent, ils ont des quotas de clopes parce qu'il y en a, sinon ils vont fumer un paquet de clopes en 10 minutes. Donc, et c'est, t'as pas une cigarette, t'as pas une cigarette, t'as pas une cigarette, t'as pas une cigarette. D'accord. T'as pas une cigarette. C'est la fréquence des demandes, c'est la façon dont les vacanciers vont te faire comprendre qu'ils ont un besoin qui peut être irritable pour toi en vérité. D'accord. Ça, il faut avant de partir en séjour adapté, il faut se le mettre dans la tête. Parce que t'as des vacanciers qui parlent pas. Donc, quand ils vont te demander quelque chose, ce soit un cri, soit ils vont te faire comprendre les choses, mais à leur façon à eux. Et si t'es pas prêt, des fois, ça peut te mettre un peu de recul sur les choses. Ah, ils peuvent te chambouler, quoi. Ouais. Yes. Okay. Il y a d'autres trucs comme ça auxquels il faut se préparer? Après, si t'es pas confronté au handicap au fur et à mesure de ta vie, dans ta vie de tous les jours, et que tu côtoies pas le handicap, faut pas avoir peur du handicap physique. Ouais. Il y a des vacanciers qui peuvent être un peu repoussants, ouais. Tu vois, physiquement. Tu vois, ils ont eu un accident de moto, ils sont paraplégiques, ils ont plus de bras, ils ont un peu le visage détruit, ils y peuvent rien, c'est pas de leur faute, mais si t'es pas prêt à voir ce genre de choses, ça peut aussi être un frein. Yes. Mais à côté de ça, ils t'offrent tellement de bonnes choses, tous ces gens-là, que une fois que tu en as fait un et que tu le comprends, tu regardes plus tout ça. Yes. Tu regardes le fond de la personne en vérité et ça te repousse plus. C'est les premières impressions, on est bien d'accord. C'est les a priori, c'est le premier contact. C'est ça, les premiers a priori. On l'a tous comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres trucs comme ça que tu vois auxquels il faut se préparer? Moi j'en vois deux, les trois. Crises, les crises de nerfs. Ouais. Tu peux avoir des crises de nerfs, puissance 10. C'est quoi une crise? Il voulait une BD, par exemple, on est en plein magasin, on était faire des courses, il voulait une BD, tu l'as frustré en lui disant non, pas maintenant, ou alors t'as pas d'argent. Ou t'as pas l'argent pour acheter ta BD. Là, il se met en colère, il commence à se taper dessus, à se mordre, à se jeter par terre, limite à agresser les gens qui sont autour de lui. Et ça, si t'es pas prêt à le vivre et si t'es pas prêt à gérer ces choses-là, ça aussi, ça peut être un gros frein, on va pas se mentir. Les crises, t'as les crises d'enfants, si t'as déjà vécu des crises d'enfants qui sont vraiment en colère, tu sais déjà que des fois ça peut être compliqué. Là, c'est encore une crise de trisomique. C'est très compliqué. C'est un adulte avec son poids qui contrôle pas sa force. Ça. Si tu veux un exemple tout con, j'ai fait une fois un séjour, j'ai eu un trisomique qui a passé des vacances de fou pendant toutes les vacances, mais il était tellement content d'être en vacances que le dernier jour, il voulait pas partir. Ok, ouais. Il nous a vidé sa valise sur la route 3 ou 4 fois avant de partir. Il nous a cassé la vitre du camion avec un coup de poing parce que il était colère et il a mis un coup de poing dans la vitre et la vitre elle a explosé. Et on est parti 3 heures en retard parce que il arrive un moment, il nous a fallu 3 heures pour le gérer et trouver la solution pour qu'ils disent ok, on rentre. Et ça, si t'es pas prêt à le vivre, ça peut être compliqué aussi. Ouais. Ça peut être compliqué aussi. Yes.
Est-ce que tu as d'autres trucs? Ben, il y a tellement de choses. Moi, je vois deux, trois petites choses quand même auxquelles il faut. Dis-moi, je te confirmerai. Faut bien faire, ouais, ou t'infirmes. Hein. Je pense qu'encore plus que dans d'autres tranches d'âge, il faut s'attendre à négocier, à devoir trouver, comme tu l'as dit, trouver un contournement ou c'est des malins en plus. C'est ça, mais moi je reviens à mon histoire de comme les maters. Moi je pense que, tu vois, je les prends un petit peu comme si c'était des maters, mais au détail près, qu'ils ont l'expérience de vie d'un adulte. Ou quand c'est des jeunes qui ont 15 ans, ils ont plus d'expérience de vie quand même que des maters. Donc, même ils ont eu le temps de tester la roublardise, de tester la patience. Ils ont eu le temps, voire limite, un truc auquel il faut faire attention aussi, c'est à la manipulation du handicap. Où ils savent qu'ils sont handicapés physiques ou moteur et ils vont se mettre à en jouer. Ou ils vont profiter un petit peu parce qu'ils savent faire le petit regard attendrissant. Ils savent prendre l'air un peu bébête où tu te dis ah oui c'est vrai c'est un handicapé j'avais oublié, ils savent se forcer à faire des crises alors qu'il n'y avait pas forcément raison pour accéder à ce qu'ils avaient ou pas envie d'avoir. Donc je pense qu'il faut faire un petit peu attention à ça, à la négociation et à pas se faire non plus manipuler par le handicap. Ça je pense qu'il faut faire attention à ça. Non, je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a un autre truc auquel aussi et ça, il faut s'y préparer. Et limite, il faut savoir avant si on est prêt ou pas. Et moi, c'est un petit peu pour ça que j'ai du mal à faire les séjours adaptés. Je reviendrai en détail sûrement sur une autre vidéo dessus. Mais c'est par rapport au regard de la personne qui est handicapée face à la personne valide. C'est pas toujours évident quand toi, tu as des handicapés physiques ou mentaux et qui se rendent compte que toi, tu peux accéder à des choses parce que t'es valide et que eux ne peuvent pas y accéder parce que eux sont handicapés et ils vont te jeter un regard un petit peu, c'est pas de la jalousie, c'est pas de l'envie mais ça y ressemble. Et moi ça j'ai du mal à supporter ce regard là et de me dire moi je vais aller faire les choses dont vous allez être privé, tu vois, ça peut l'être, moi ça me gêne très fortement. J'ai fait un séjour handicap et donc ils étaient tous en fauteuil, sans béquille et il y a un moment j'ai dû aller courir pour aller récupérer un jeune, il venait de tomber tout simplement. Et le regard qu'on m'a jeté parce que j'avais couru, en plus c'était des ados, hein, ils avaient tous 15-17 ans, enfin voilà, mais juste le regard, moi, voilà, ça a été compliqué pour moi c'est pas de subir parce qu'ils m'en ont pas voulu, mais de voir la détresse dans le regard du... Non, mais c'est de la détresse, c'est pas de la... Voilà ce que lui peut faire et qu'on ne pourra plus jamais faire. On est d'accord. Ça, faut savoir le faire. Faut être fort mentalement, tu vois, pas face à ce mais justement, c'est pour ça qu'on est là aussi. Oui, oui, mais je veux dire, moi, c'est pour ça que je te le dis maintenant. C'est faut t'y préparer avant d'y aller. Si toi, tu es fragile par rapport à ça, ça peut être un truc à ce que tu quittes le séjour en plein milieu et que tu mets toute une équipe en PLS, en fait. Donc, moi, je tiens à t'y prévenir avant, en fait. C'est pas forcément évident, ce côté-là. Faut être fort. C'est ça, faut être fort mentalement. Fort. On va pas se mentir. Faut être fort. Mais on est là pour leur donner du bonheur. Bien et sûr, justement, bien tu vois, sûr. ce la petit fierté, appel la à l'aide. satisfaction ressortant, tu vois, bien sûr. Toi, comme tu dis, tu as couru, il y a peut-être eu cette sensation de plus pouvoir le faire, mais si toi, tu arrives à lui donner un petit moment comme ça, en faisant un délire avec son fauteuil, par exemple, tu cours avec son fauteuil, ça va lui donner la même sensation et il va te le rendre, il va te dire merci parce que... Et c'est toutes ces choses-là que eux, ils ont besoin, en fait. Et c'est pour ça que nous, on est là. Ouais. Mais, bien évidemment, je suis tout à fait d'accord avec toi. Juste le truc que je veux dire, c'est que il y a des fois, il faut être fort mentalement. Ah, bah de toute façon, c'est ce que je dis depuis le début. Ne serait-ce que la première fois où... Tu vois, moi, je trouve que c'est pas du tout la même chose. La première fois que j'ai torché les fesses d'un gamin qui avait 4 ans, ça n'avait rien à voir à la première fois que j'ai torché les fesses d'un adulte. Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Un enfant, ça reste un enfant. C'est ça. Et ça aussi, je pense que là aussi, à ce moment-là, il faut être fort mentalement quand tu vas aller t'occuper de l'hygiène d'adultes, de personnes qui sont handicapées physiques ou mentales qui ne peuvent pas le faire elles-mêmes. C'est pas du tout la même chose. Hein. Non, c'est bien différent. Et ça, il faut s'y préparer à devoir aller nettoyer du pipi, nettoyer du caca, du sang, du vomi. Du vomi, des molars, des crachats. Ça aussi, il faut s'y préparer mentalement.
Et même limite, moi, pour être très honnête avec toi, si c'est quelque chose qui te dégoûte au plus haut point, n'y va même pas en séjour adapté parce que tu vas devoir le faire à un moment ou à un autre. Ouais, et on va compter sur toi surtout. Surtout, on va avoir besoin de toi à ce moment-là. Donc, c'est pas le moment à ce moment-là de faire des manières et dire oh non, les gars, moi je peux pas, nanani, nanana. Tu te rends compte si tous les encadrants font ça. Donc, il vaut mieux dire tout de suite dès d'entrée moi j'y vais pas, les gars, parce que c'est pas la peine. Laissez les autres compétents y aller tout de suite, tu vois. Enfin, c'est mon point de vue, tu vois. Faut pas, sans vouloir être vulgaire, faut pas avoir peur de mettre les mains dans le caca, quoi. Dans la merde, dans la merde, on est d'accord. N'aie pas peur d'être vulgaire sur cette chaîne. On est entre adultes, il n'y a pas de problème. Tu peux dire, t'inquiète pas. On n'a pas de public mineur en face. Mais on n'est pas censé en avoir. Ouais, mais bon. Mais bon, oui. Garde l'image que tu veux garder, Nico. T'inquiète pas, moi j'assume la mienne. Yes, ok. Yes, ok. Bon, je pense qu'on a bien discuté des séjours adaptés. Je voudrais aborder un autre côté maintenant, Nico, c'est les séjours qu'on a fait toi et moi ensemble. Donc, les séjours que tu as fait avec des projets pédagogiques animarés. Ouais. Juste le truc pour bien préciser pour tout le monde, Nico et moi, on n'a jamais encadré de séjours adaptés ensemble. On a toujours fait des séjours que de valides. Ouais, des séjours, voilà. Et adultes. Et adultes, oui. Enfants et adultes. Et adultes, mais jamais avec un public handicapé. Jamais. Et donc voilà. Du coup, toi, Nico, par rapport au séjour que tu as vécu, je parle bien des séjours avec un projet pédagogique animaré, donc rédigé par ton hôte. Combien de séjours tu as fait avec un projet pédagogique animaré? Ça a été quoi tes fonctions sur ces séjours-là? Parce qu'en plus, tu en as eu plusieurs. Et c'est quoi ton rapport global à ces méthodes véhiculées dans les projets pédagogiques animarés? Alors, je l'ai connu en tant qu'anime et en tant qu'adjoint, le projet. Ouais. J'ai fait les deux. Je l'ai mis en place et je l'ai fait vivre. Alors, adjoint que sur les publics jeunes? Ouais, sur les publics jeunes. Ouais, non, sur le public adulte, j'étais anime. Ouais. Mais c'est encore différent. C'est encore une autre histoire. On parle des publics jeunes. On parle des publics jeunes. Ouais. C'est la mise en place de tout faire par nous-mêmes, que les enfants construisent leurs jeux, construisent leur vie, construisent leurs vacances, et que ce soit vraiment l'enfant qui soit acteur de son séjour, et non pas on fait semblant de dire qu'il choisit alors qu'il n'y a pas de choix. Non, c'est vraiment l'enfant qui choisit. Toutes ces choses-là, ça devrait être partout, en vérité. C'est pas... D'accord. Tu penses que des méthodes véhiculées dans le projet pédagogique animaré devraient être, en gros, nationalisées, quoi? Ouais, parce qu'on vend des choix. Des fois, on dit les enfants, ils vont avoir le choix de faire telle ou telle activité. On te propose... attention, alors je vais te dire des noms d'activités bateaux, parce que on te propose un poule renard vipère ou un douanier contrebandier, choisis. Non, c'est pas un choix. On te dit tu feras ça ou tu feras ça, mais on te demande pas tu veux choisir, tu fais quoi aujourd'hui, tu veux faire quoi aujourd'hui. C'est pas un choix sans postulat de départ en fait. C'est un choix binaire. C'est pas un choix qui te permet de partir dans le sens où tu veux. Il y a gauche ou droite. Point. Que si on te demande le matin, tu veux faire quoi? Tu dis, moi je vais faire un poule renard vipère. Je te dis, ok, vas-y, on se prend un moment pour construire le poule renard vipère ensemble et après on le propose aux copains. Et on joue tous ensemble. Ça c'est magique. C'est du vivre ensemble, c'est de la préparation, c'est de tout. Tout est fait pour que ça marche. Yes. Alors, et tu as du choix. Ok. Donc ça c'est ton rapport par rapport au séjour animaré. Donc toi en fait en gros ton rapport, est-ce que tu mets vraiment en avant dedans, c'est la liberté de choix et de construction. De construction. C'est vrai que c'est un truc qui me tient vraiment à cœur dans les séjours que je dirige et que je mets en place. C'est que comme tu dis, le vrai choix c'est pas que entre deux choses. Le vrai choix, c'est à 360 degrés normalement. C'est ça, tout le monde a le droit de choisir à un moment donné et tout le monde a des choix et des envies particulières. Maintenant, c'est à nous de faire en sorte qu'on puisse faire plaisir à tout le monde. C'est ça. Yes. Du coup, c'est quoi les fonctionnements d'animaré que tu as découvert sur les séjours que je dirige, que tu remets en place en séjour adapté? Clairement, la construction d'animation, tu prends ton temps, on va dire le matin pour construire ton jeu, pour le jouer l'après-midi.
Ça, c'est quelque chose, ouais, je remets en place tout le temps parce que tu peux pas être plus acteur que ton séjour quand tu l'as construit avec les. Quand je dis on, je parle des enfants, hein, je parle pas de moi. Ouais. Je parle des enfants. Quand les enfants ont construit leur jeu avec leurs propres règles et leurs propres idées, et qu'ils refilent après aux copains pour jouer l'après-midi, et après ils font des échanges, c'est de la discussion, c'est c'est du vivre ensemble, il y a tout dans ça. Il y a tout. Donc ça, toi, tu remets ça en séjour adapté. Tout le temps. Et toute tranche d'âge. Yes, et toute tranche d'âge. Et toute tranche d'âge. Ça reconfirme que c'est pas parce que c'est des personnes handicapées qu'ils peuvent pas créer. Non, ils peuvent créer. Ils sont acteurs de leur séjour comme tout le monde. Ils ont des envies et des choix comme tout le monde. Yes, ok. Après, on adapte. Yes. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as découvert sur les séjours que je dirige, donc avec les méthodes Animaré, que tu remets en place dans les séjours adaptés? Est-ce qu'il y a d'autres trucs ou pas? Il n'y a pas, hein? Ouais, si, le fait de remettre la chanson au goût du jour et de chanter en colo, moi, c'est des choses qui se perdaient à l'époque, que moi j'ai connues à l'époque, où on apprenait au BAFA, on apprenait à chanter, et on chantait en colo. C'est vrai que j'ai un onglet sur le chant dans mon PP. Que après, on chantait plus et on arrêtait de chanter, que quand on a recommencé à bosser ensemble, j'ai retrouvé quelqu'un qui faisait de l'animation et qui chantait comme moi je le faisais à l'époque. Et j'ai dit, bah oui, enfin, le chant en colo, c'est la vie. Tu peux pas, enfin, je conçois plus une colo sans chant. C'est con, hein, mais c'est des moments de vie qui, quand ils rentrent chez eux, c'est la première chose qu'ils vont faire, c'est chanter la chanson qu'ils ont appris en colo. Il y a un vrai intérêt au chant à mettre en séjour, en fait, à faire chanter ton public. Je reviendrai dessus sur une vidéo particulière parce que là, si je vais dessus, je vais trop. Il y a des choses à dire en vérité sur le chant. Mais il y a un vrai intérêt. C'est pas pour rien que les chants ont été autant véhiculés dans les colonies de vacances et centres aérés. Et, bon, maintenant, ça a été un petit peu perdu. Mais il y a un vrai sens à mettre derrière. C'est pas pour rien qu'on les met en place. Enfin bref, on verra ça sur une autre vidéo. Mais ouais, il y a les chants. Il y a les chants et la façon de donner la parole aux jeunes. Ouais. Tu vois, en passant d'une parole anonyme à une parole en grand groupe et justement pouvoir t'exprimer devant tout le monde sans être gêné et tout ce qui sont. Toutes ces méthodes-là, ouais, c'est des choses que je remets en place parce que c'est vrai que ça enlève un côté de frustration à l'enfant quand il parle tout seul avec son petit papier. Au moins, il s'exprime, il dit ce qu'il veut et tout le monde peut parler. Et après, en évolution, ils arrivent à s'exprimer devant tout le monde. Et quand tu fais ça avec des petits, une fois après, tu fais ce que tu veux. Yes. Tu fais ce Alors, que tu là, veux. Nico te parle de... En fait, c'est une technique que je mets en place. J'ai rien inventé là-dessus, mais c'est quelque chose que je véhicule, que j'appelle des réunions actives. Et c'est une technique pour récupérer à la fois les avis et les impressions des personnes qui vivent ton séjour. Et donc, comme le dit Nico, il y a 3 progressions dans ces prises de parole: anonyme, parole de groupe et enfin parole assumée devant tout le monde vers la fin de séjour. Mais pareil, je reviendrai sur une vidéo particulière dessus, voire peut-être sur plusieurs, parce que là aussi il y a énormément de choses à dire sur les réunions actives et sur les prises de parole. Enfin bref, yes. Ok. Y a autre chose ou on passe à la suite? Là, j'ai fait le tour, je pense. Yes. Hein. Pour toi, c'est quoi la grosse différence entre les séjours Animaré, donc avec un projet pédagogique Animaré, et les autres séjours? On consomme pas en séjour Animaré, on consomme pas, enfin, on fait pas des séjours de consommation, on crée nos séjours, on vit nos séjours, on apprend à faire nos séjours, même si on vient à faire du spectacle, si on fait du théâtre, c'est des choses qu'on crée, qu'on vit, on évite de consommer les choses. Si c'est pour faire un séjour où tu fais du karting tous les jours, c'est pas forcément très intéressant. Je préfère encore faire des séjours où tu construis tout. Et bon, s'il y a karting, ok, on fait un karting, mais on construit quelque chose derrière avec le karting pour dire qu'il y a une osmose, un tout, mais pas juste consommer pour consommer, quoi. Donc ça, pour toi, c'était la grosse différence entre les séjours Animaré et les autres séjours. Ouais. Yes. Ok, d'accord. T'as le droit de dire oui, t'as le droit de dire non. Est-ce que tu te sens animariste? Oui. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui aime bien créer ma vie. Et j'ai toujours dit, quand je veux faire quelque chose, je le fais. J'ai besoin de mes outils, j'ai besoin de mes mains, j'ai besoin de mes pieds, je le fais. Et Animaré, en gros, t'as des outils, t'as des idées, t'as des mains, t'as des bras, t'as des pieds, tu peux le faire. Et on va jusqu'au bout. Et on va jusqu'au bout. Yes. Yes, ok, c'est cool.
carrément. Et ça, c'est un peu ma philosophie de la vie. Quand tu as envie de faire les choses, tu les fais. Si tu n'as pas envie, bah, tu les fais pas. Mais si tu as envie de les faire, tu iras jusqu'au bout. Yes. Tout à fait d'accord avec toi. Yes. Ok, oh, c'est cool. Merci Nico, ça fait plaisir. Ben normal. Du coup, pour revenir un petit peu, bon là on parlait d'Animaré avec un petit lien avec les séjours adaptés, mais pour revenir sur les séjours adaptés, je ferme la parenthèse sur Animaré. C'est quoi tes pires et meilleurs souvenirs de séjours adaptés? Les pires déjà. Alors, le pire. le pire, c'est mon tout premier séjour adapté. C'est mon tout premier séjour adapté. J'avais aucune formation. Je venais de l'enfant, je passe de l'enfant comme ça, boum, de but en blanc en séjour adapté, on me dit accroche-toi. Je dis ok, je dis ok, d'accord. Et en gros, il y a un vacancier qui m'a pris en grippe. Je lui ai fait peur. En fait, on était en sortie, on était parti boire un verre. Et quand on est parti, c'était un gros séjour. Il y avait 30 vacanciers, tu vois. Donc ça faisait déjà une bonne pile de vacanciers qui descendaient sur des marches. Et je vois mon vacancier assis sur les marches. Et j'ai cru qu'il était de haut. Moi, j'ai cru qu'il était tombé. Donc je me suis dépêché et j'ai pas réfléchi. Je suis arrivé derrière lui, je l'ai pris, pour l'aider, pour le relever. Sauf que je lui ai fait peur parce que je suis arrivé par derrière. Et de là, il m'a pris en grippe. Il me crachait dessus, il me tapait. Dès qu'il me voyait, il fallait que je frôle les murs parce que je savais pas ce qui pouvait m'arriver. À un moment, on était à la plage, j'ai failli prendre un pistolet à eau. Je le vois, il commence à taper sur la table avec son pistolet à eau. T'as compris que c'était pour toi? Je dis à ma collègue, tu vois, ça va être pour moi. Et elle me dit, non, mais non. Je suis, mais si, tu vas voir. De là, d'un seul coup, il se retourne, t'as ses yeux qui sont bloqués sur moi. Et ça fait... J'ai juste eu le temps de bouger la tête pour esquiver le pistolet à eau. Ça m'a marqué, je vais pas te mentir. Mais j'ai appris. Parce que du coup, maintenant, tu me verras plus prendre personne par derrière. Et les gens, je vais aller les voir devant directement, calmement, tu vois, sans me paniquer, sans... Là, première expérience, je le vois, je n'ai pas paniqué, attention, parce que ça aurait pu être un gamin, j'aurais peut-être fait la même chose, mais en sachant que c'est un gamin, il n'aurait pas eu peur. Enfin, que là, ben lui, c'est peut-être pas eu rester dans il n'aurait pas été bloqué, tu vois, il aurait compris, ou il se serait retourné, il aurait dit ah bah c'est toi, mais tu vois, il n'y aurait pas eu une réaction. T'as voulu me faire mal et je vais tout de suite t'es mon ennemi, alors que c'était pas le cas. Et ça m'a pris au moins une semaine avant que ils reviennent tous les jours, je me levais le matin. Quand j'allais boire mon café, avant de boire mon café, il fallait que je regarde dans mon dos si... Donc on en revient à patience et adaptation. Patience et adaptation. Carrément, ok, yes. Ok. Meilleur souvenir, séjour adapté? Je te dirais cet été. J'ai fait un séjour adapté phénoménal. J'ai eu des vacanciers de fou, des sourires toute la journée, des câlins des vacanciers tout le temps. De toute façon, un vacancier, quand il est bien en vacances, c'est simple. Il te voit le matin, il t'attrape, il te fait un câlin. Il te voit 2 heures après, il t'attrape, il te fait un câlin. C'est des câlins tout le temps, c'est des sourires tout le temps. C'est des mots d'amour. Donc en gros, c'est le remerciement du public. Ouais, yes. Complet. Ouais. Ok, yes. T'étais avec Chat, non, cet été? Ouais. Salut Chat. Yes. Ok. En continuant sur les séjours adaptés, selon toi, pourquoi les organisateurs de séjours adaptés galèrent à recruter? Parce que là, en soi, ça fait 13 ans que je suis dans l'animation et ça fait 13 ans que je vois que les séjours adaptés, ils galèrent à avoir du monde tout le temps. Et là, c'est encore pire, sachant qu'il y a une pénurie d'encadrants en ce moment. Et donc là, les séjours adaptés, ils galèrent encore plus. Selon toi, pourquoi, d'où ça vient? C'est la peur, tout simplement. La peur? Ouais, tout simplement. La peur de ne pas réussir, la peur de ne pas avoir les bonnes réactions. T'as des gros a priori quand tu commences les séjours adaptés. Moi, le premier, quand j'ai fait mon premier séjour adapté, je savais pas où je mettais les pieds. Je me suis demandé à quelle sauce j'allais être mangé, comment ça allait se passer. Et du coup, ça met des freins. Moi, je parle autour de moi. Les gens, les 3/4 du temps, les collègues, c'est ce qu'ils disent. Ouais, mais séjour adapté... on n'est pas formé pour. On n'est pas formé pour. Ouais. Tu te rends compte quand même. Et tu peux avoir des sacrées réactions. Je dis, mais ouais, mais à l'inverse,
Tu as des sacrées réactions qui peuvent être dangereuses, mais tu peux aussi avoir des réactions où tu n'as que de l'amour pendant tout un séjour. Si tu arrives à mettre un séjour en place où tout se passe bien, tu peux avoir un séjour où tu n'as que de l'amour tout le temps et pas de conneries, quoi. Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé cet été. Hein. Il ne s'est rien passé cet été. Tu vois, enfin, de négatif, tu veux dire? De négatif, ouais. Il y a eu 2-3 bricoles. Il s'est passé des choses sur la colo de Nico. Hein, ouais, mais il ne s'est rien passé de négatif. Ouais. Et on a eu que des moments de bonheur et des moments de joie. Et du coup, ça fait plaisir parce que quand tu vois les vacanciers, alors qu'ils vont rentrer chez eux, ils vont limite reprendre le taf parce qu'il y en a qui taffent. Hein. Lundi et qui traînent les pieds pour rentrer parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer, t'es content. Ouais, normal. Et quand tu les recroises sur le parking un an après et qu'ils te rappellent ce qu'ils ont fait pendant leur séjour alors qu'ils viennent de revenir d'un autre séjour, tu te dis là, t'as fait ton taf, c'est cool, tu vois, c'est une richesse qui te donne en fait comme ça tout le temps. Yes. Et bah, du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire à un ou une anime ou un directeur ou une directrice qui se demande s'il doit essayer ou pas les séjours adaptés? Qu'est-ce que tu lui dirais pour le convaincre ou le persuader d'essayer? T'aimes bien te sentir utile, t'aimes bien rendre service, ils ont besoin de toi, vas-y, fonce. Tu as besoin de prendre confiance en toi sur tes problèmes de la vie, va faire un tour en séjour adapté. Tu comprendras, tu as ta tête, tu as tes pieds, tu as tes jambes. Tout va bien. Tout va bien. Ça te fait relativiser ta vie, mais et là tu te dis, ouais, ok, je galère peut-être, mais il y en a qui galèrent plus que moi et ils ont besoin de moi en plus. Quoi. C'est des antidépressifs? Ça peut l'être. Franchement, c'est une blague. Non, mais ça peut vraiment l'être si t'es une personne qui sous-estime. Ouais. Qui sous-estime tout le temps. Quand ils vont en séjour adapté, tu reprends confiance en toi. Yes, ok. Tu reprends confiance en toi. Vraiment. Vraiment. Sérieusement, oui, je comprends. Ouais. Okay. Moi, c'est la première sensation que ça m'a fait quand j'étais en séjour adapté. Sur les 3 premiers jours, j'ai réfléchi. J'ai eu du mal, tu vois, à m'adapter et prendre mes repères et me dire. À un moment où tu te dis, en fait, la vie, elle est pas si moche, quoi. Voilà. C'est vrai. Le soir, quand tu as fini ta journée et tu te dis, ouais. Parce qu'ils en ont galéré aujourd'hui, les gars. Là, les gaillards. Rien que pour marcher, rien que pour se déplacer, rien que pour se faire comprendre. Je suis d'accord. Donc, t'as ta tête, t'as tes pieds, t'as tes jambes. Et ça, c'est du bonheur. Et ça, tu le comprendras en séjour adapté. C'est pas en croisant un mec en fauteuil dans la rue que tu vas comprendre. Parce que tu vas comprendre 10 secondes. 10 secondes et après ça va passer au-dessus. Que quand tu vis pendant un mois avec tes vacanciers et que tu es à leur quotidien tout le temps, et tu vois que c'est là qu'ils ont besoin. Je suis d'accord. Yes. Donc tu disais, si tu veux te sentir utile, si tu as du manque de confiance en toi, hésite pas. Si tu vas se sentir utile, c'est le plus important, je te dirais, en séjour adapté. Si tu aimes bien t'occuper de la personne, si tu aimes bien, va en séjour adapté. Ils ont vraiment besoin de toi. Et en direction, si tu es directeur et que tu diriges un séjour adapté, tu vas entrer dans une sorte de direction où tu as un peu plus de responsabilité qu'avec les enfants parce que tu as les traitements. Tu as les traitements à donner. Et du coup, ça, c'est un truc en plus qui va te dire, après, quand tu seras avec des enfants, un Doliprane, c'est pas très grave, quoi. Un Rumex, un Doliprane, un Smecta, ça va. C'est pas des antidépresseurs, c'est pas tu vas pas paniquer parce qu'il n'y a plus d'espace fond. Voilà, s'il n'y a pas son Doliprane au matin parce qu'il n'y en a plus dans la boîte, on attendra ça, on va aller rechercher une boîte, quoi. Que là, si tu n'as plus tes gouttes, c'est une autre histoire. Il vaut mieux qu'il l'ait, lui, sa Ritaline. C'est ça. Donc tout ça, ça t'apprend à gérer ta vie et à gérer tes séjours en te disant qu'après, quand tu passes du séjour adapté au séjour enfant, tu te dis que le séjour enfant, c'est un peu plus facile quand même. Tu vois. C'est ça. Parce que tu as moins de stress, tu as moins de choses à faire.
tout simplement. Mais moi c'est l'argument que j'allais donner, si tu avais fini, où je pensais, au-delà de, si tu veux, que ce soit en animation, en direction, hein, si tu veux te sentir utile, très bien, vas-y. Si tu veux prendre confiance en toi aussi, vas-y. Et aussi, si tu veux te forger une grosse expérience et derrière pouvoir dire d'ajouter des cordes à ton arc. En fait, ça ne veut pas dire que tu auras fait des séjours adaptés, après tu seras forcément dans tous les cas un 4-4. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vas voir tellement de situations compliquées, qui vont te paraître énormes sur le coup. Après, tu vas voir qu'avec une équipe soudée et de l'envie et de la motivation, on s'en sort toujours de ces situations, on arrive toujours à passer au-dessus. Quand tu vas retourner en séjour classique, tu vas te sentir avec une force, un power en toi, te dire mais putain j'ai tout vécu là-bas derrière, là maintenant je retourne en séjour classique, il n'y a plus rien qui te fait peur, ou en tout cas je passerai partout. Il n'y a plus rien qui te fait peur. J'aurai plus de limite, il n'y aura plus rien parce que j'ai vécu des trucs de ouf, tu vois. Et puis l'air de rien, on parle de travail sur la patience, sur la prise sur soi. Viens en séjour adapté, tu vas la travailler, ta patience, tu vas travailler la prise sur soi. Et quand tu vas retourner avec les enfants en séjour classique, mais comment tu vas te sentir bien plus confiant parce que justement, tu auras vécu des trucs qui t'auront mis en confiance et tu auras pris le recul parce que tu ne pourras pas répondre du tac au tac sur une situation de crise en séjour adapté. Tu es toujours obligé de prendre le recul avant. Et du coup, après... Tu auras déjà vécu la situation et tu seras déjà mieux armé à la vivre. Et je pense, même sans aller dans les situations difficiles, tu sais, ne serait-ce qu'un jeu, si tu as réussi à, je prends n'importe quoi, une fureur. Si toi, tu avais du mal un petit peu avec la fureur, etc., avec ce jeu-là, de mettre en place une veillée fureur, ou même en plein après-midi, on s'en fiche, hein, mais que tu as réussi à le faire en séjour adapté, quand tu vas revenir en séjour classique, tu ne seras pas plus fort parce qu'une fureur, ça reste une fureur et la technique qui est cachée derrière reste toujours la même technique. Une fureur, c'est une fureur. Par contre, toi, tu auras pris en confiance de ouf et ça va se ressentir dans ta fureur quand tu vas revenir en séjour classique. Et là, tu vas déboîter. Et après, quand tu retourneras aussi en séjour adapté, évidemment, tu te rappelleras que tu avais déjà réussi à la faire, ta fureur en séjour adapté. Et encore une fois, tu auras ce regain de confiance. La fureur en soi restera la même. Enfin, en soi, derrière, les musiques changent, ok, d'accord, les épreuves dans l'ordre et tout si tu veux. Mais en soi, la dynamique, le squelette de la fureur, ça reste un squelette de fureur. Donc, c'est pas, tu transformes pas ça en Olympiade, ça reste la même activité qui est derrière, mais toi, quand tu vas retourner la fois suivante, que ce soit en séjour adapté ou en séjour classique, tu vas y aller avec la niaque, parce que tu sauras que tu auras réussi à la faire avec un public avec lequel c'était un peu plus compliqué avec les prérequis de base de ce public-là. Maintenant, tu as réussi à le faire avec les handicapés, tu arriveras à le faire avec tout le monde. Où tu te dis qu'avec des handicapés, c'est impossible de faire une fureur. Mais si, ça passe tranquille. Et en tout cas, c'est pas une excuse. C'est pas parce qu'ils sont handicapés qu'il faut prendre ça comme excuse pour pas le faire. Pour pas essayer de le faire, du moins. C'est ça. Yes. Ok. Est-ce que tu as un coup de gueule à faire? Notamment sur les séjours adaptés ou sur l'animation en général? Le coup de gueule, j'essaierai de faire comprendre à tout le monde, mais putain, il arrive un moment, payez-les vos animateurs, arrêtez de les faire bosser pour 37 € par jour et qu'au bout du compte, si c'est pas moins, et qu'au bout du compte, ils peuvent pas vivre de ça. Alors qu'on a besoin de tellement de gens et que payez-les, voilà, c'est tout. La solution, payez-les. La qualité, ça se paye partout. Si tu veux avoir des animes de qualité, il arrive un moment, il faut peut-être essayer de penser un peu à les augmenter, quoi. En plus, ils ne demandent pas grand-chose, hein, mais pensez à les augmenter un petit peu, quoi. Enfin... c'est ça. Moi, il y a des structures... Qu'ils aient au moins un statut d'animateur, quoi, parce que moi, quand je vois, je vais faire mes déclarations au Pôle emploi, qu'on me dit « Monsieur, vous êtes intermittent du spectacle », ça me fait bien rire, quoi. Ça me fait bien rire. Je dis « Non, je suis animateur, je suis pas intermittent du spectacle », mais ils savent pas où me mettre dans les cases, parce que je voyage tout le temps, parce que j'ai des contrats CE, on va vous mettre intermittent du spectacle. Non, je suis pas intermittent du spectacle, je suis animateur. Mettez-moi une case animateur, faites quelque chose. Voilà. Et une fois que tout ça se sera réglé, peut-être vous aurez plus de séjours de qualité. Yes.
C'était le coup de gueule de Nico, t'es pas obligé de le partager, c'est son coup de gueule, hein. Moi je le partage, mais toi t'es pas obligé de le partager. T'avais notre gueulante à faire ou non, c'est bon pour toi? non, ça Yes, va. yes, ok. Est-ce que t'as un dernier conseil pour la personne qui est en train de nous regarder, nous parler depuis un moment maintenant, et qui voudrait se lancer dans les séjours adaptés et voir limite comment est-ce qu'elle fait pour postuler? De dernier conseil et je vais où pour faire les séjours adaptés? Alors, dernier conseil, je dirais, ça te donne tellement de bonheur les séjours adaptés, humainement parlant, que hésite pas, vas-y. Dernier conseil, pardon, pas pour lui donner envie, mais sur le terrain. Le dernier conseil quand il va arriver, tu sais, pas pour lui donner envie, pour toi sur le terrain, je vais te conseiller d'être comme ça, d'être comme ci, Reste toi-même. Okay. Tout simplement, reste toi-même, Yes. y a pas de... Essaye pas d'être telle ou telle personne, reste nature toi-même. Eux, ils vont être nature avec toi, sois nature avec eux. Bah non, mais c'est des fois, on se donne des rôles qu'on devrait pas avoir et du coup, ça sert à rien. Yes, ok, super. Et comment on postule? Où est-ce qu'on trouve des séjours adaptés? Alors, il y a plein d'associations. Après, il y a les sites classiques d'animation où tu as des annonces. Après, et Planète Anime, Job Anime, voilà, les groupes Facebook, Réseau Animation, de regrouper tous les animateurs de Facebook, Passion Animation, recrute. Il y a même des groupes sur Facebook spécialisés dans les recrutements de séjours adaptés. Si tu cherches bien, ils font que ça, ils ne parlent pas d'autre chose. Recrutement, séjours adaptés. Et vous allez avoir facilement du boulot parce que les assos cherchent vraiment beaucoup de monde. Donc n'hésitez pas à postuler. Il y en a plein des assos, hein, vraiment. J'en connais au moins une trentaine d'associations qui vendent des prestations pour les vacanciers. Donc n'hésitez pas à postuler. Ok. Eh ben écoute Nico, je te remercie pour cette conversation plus qu'intéressante. Je trouvais que moi c'était important de mettre les séjours adaptés en avant parce qu'il y a très peu de personnes qui le font et je pense aussi que c'est important pour les bénéficiaires de ces séjours-là, de donner l'envie à des personnes de venir et avec des personnes qui vont t'attirer avec un minimum de qualité. J'espère que Nico t'a montré un petit peu de qualité. J'espère qu'il t'a aussi montré que les séjours adaptés, non seulement on recherche du personnel, mais qu'en plus de ça, il y a des super choses à faire que toi tu peux apprendre et qu'il y a vraiment un public qui t'attend derrière. Ce public compte sur toi, Nico aussi et moi aussi. Si cette vidéo t'a paru utile, abonne-toi ou parle-en à ceux que ça intéressera. En attendant la prochaine vidéo, n'hésite pas à aller faire un tour sur Animare FB ou sur la médiathèque Animare. A bientôt, Lex.